Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Viviane Poupon, je suis la présidente directrice générale de Brain Canada et j'ai le plaisir de modérer notre conversation aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue pour cette discussion qui va porter sur les voyages et les troubles neurocognitifs, un sujet d'actualité alors que nous approchons du temps des fêtes où de nombreux voyages sont planifiés. Et il s'agit d'un sujet très important pour de nombreuses personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, pour les aidants et pour les chercheurs. Cette année, l'aéroport international de Vancouver a de nouveau remporté le prix des collectivités amies des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif en raison de ses efforts visant à faciliter les déplacements. C'est fantastique de voir ces avancées, mais malheureusement, nous nous rappelons tous que cette même année, nous avons vu de nombreux reportages sur des personnes handicapées malmenées par des compagnies aériennes canadiennes. Et nous sommes encore très loin d'un pays comme le Royaume-Uni qui dispose d'une agence de voyage à but non lucratif adaptée aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Avant de souhaiter la bienvenue à nos panélistes et d'entamer la discussion sur ces questions très importantes, j'ai quelques informations à partager avec vous. Cette discussion nous est présentée aujourd'hui par Brain Canada en partenariat avec la Société Alzheimer du Canada. Pour en savoir plus sur ces deux organisations, je vous invite à consulter la séance de clavardage où vous allez trouver les liens menant à nos sites web. Cette séance est présentée en français avec interprétation simultanée en anglais. Pour sélectionner une langue, vous pouvez cliquer sur le bouton « Interprétation » au bas de votre écran, puis choisir la langue de votre choix. Vous remarquerez également que des questions de sondage apparaîtront occasionnellement sur votre écran pendant la séance, qui nous aidera à déterminer si nous répondons bien à vos besoins. Donc, n'hésitez surtout pas à faire part de vos commentaires tout au long de la discussion. Cette séance est enregistrée, elle sera mise en ligne dans quelques jours sur YouTube et alzheimer.ca. Et enfin, un point très important, c'est qu'il s'agit d'une discussion. Donc, le service de clavardage est ouvert et supervisé au cas où vous voudriez dire bonjour ou nous faire part de vos expériences ou de ressources que vous avez vous-même identifiées et qui pourraient servir à donner des réponses aux autres personnes qui nous joignent aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser à notre panel, envoyez-les par l'entremise de la fonction questions-réponses de votre Zoom. Nous ferons de notre mieux pour y répondre vers la fin de l'heure que nous allons passer ensemble. Mais si nous n'avons pas le temps de tout répondre et d'adresser toutes les réponses en direct, les questions en suspens feront l'objet d'un suivi par courriel dans les jours à venir. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel et ancestral du peuple Kanien'kehá:ka, site historiquement connu comme lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Nous témoignons notre respect aux aînés autochtones qui ont peuplé notre passé, qui sont à nos côtés aujourd'hui et qui nous accompagneront à l'avenir. Et nous engageons à aller de l'avant dans un esprit de partenariat, de collaboration et de réconciliation. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les panélistes qui participent à notre discussion aujourd'hui. Tous apportent une perspective importante sur le sujet. Et permettez-moi de commencer et de souhaiter la bienvenue à Shalisa Kapadé. Elle est infirmière de premier lien à la Société Alzheimer du Suroît. Et Madame Kapadé s'exprime régulièrement sur les enjeux liés à la santé mentale et les troubles neurocognitifs, entre autres sujets. Notre seconde panéliste aujourd'hui, Linda Garcia, professeure émérite à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Madame Garcia. Elle mène entre autres des recherches sur l'accessibilité des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif dans les aéroports du Canada. Et elle nous fera part aujourd'hui de ce que sa recherche a pu mettre en lumière. Notre troisième intervenante, Guylaine Thériault. Elle est conseillère en développement, bonjour Guylaine, elle est conseillère en développement régional et soutien au financement de projets à l'appui. Madame Thériault prête son soutien aux aidants du Québec qui font face à divers problèmes et elle va nous partager son expérience et son point de vue sur la question des voyages. Enfin, nous accueillons Claire Webster, qui est fondatrice et ambassadrice du programme d'éducation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Bonjour Claire.
Madame Webster a également été partenaire de soins d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif et donc peut parler à plus d'un titre dans la conversation que nous avons qui va avoir lieu aujourd'hui. Et donc, je tiens d'abord à vous remercier toutes pour votre participation et bienvenue. Et en fait, j'aimerais commencer vraiment la discussion avec une question assez simple, mais je pense très importante. Selon vous, qu'est-ce que les Canadiens devraient savoir sur les voyages et les troubles neurocognitifs? Et je vais commencer par Chalice. Merci beaucoup, Dr. Poupon. Plaisir d'être ici. Donc, je pensais commencer aujourd'hui avec quelques recommandations que je donne à mes clients de façon régulière, des recommandations que j'ai développées au cours de mes années à la Société Alzheimer du Surroi en parlant avec la clientèle, personnes atteintes comme personnes proches aidantes. C'est sûr que c'est pas impossible pour une personne vivant avec un trouble neurocognitif en stade léger, surtout de voyager seule. Ma propre grand-mère l'a fait il y a des années. Mais ce que je recommande premièrement à tout le monde, juste pour commencer, et ça, que vous ayez un trouble cognitif ou non, c'est d'éviter de voyager seul. Il y a toujours du stress qui vient avec voyager, là, prendre des vacances à l'extérieur, c'est sûr. Et avec les changements qui surviennent avec les troubles neurocognitifs, même en stade léger, et encore, j'ai vu avec ma grand-mère, il y a certains défis de plus en plus de ce stress-là. Donc, voyager avec quelqu'un d'autre, c'est plus sécuritaire en général. Si vous avez besoin d'un coup de main avec quoi que ce soit, même quand vous êtes en couple, parfois, je suggère, et mes collègues aussi, de voyager en groupe. Comme ça, si la personne vivant avec un trouble neurocognitif a besoin d'un petit coup de main, un peu d'assistance, si c'est là, il y a plus qu'une personne qui pourrait l'aider. Ça aide tout le monde à profiter plus de leurs vacances. Donc, premièrement, je commence toujours avec ça. Une des plus, je sais que je n'ai pas le plus de temps au monde, mais je voulais ramener une recommandation, je trouve la plus importante. Que c'est que vous ayez des doutes ou non. Parfois, on voyage pour prendre des vacances, parfois c'est vraiment pour aller voir de la famille. Mais ça se peut que, là que j'ai ce diagnostic-là, je vois quelques changements, comment puis-je mieux me préparer? Et la meilleure façon de vous aider à comprendre comment mieux vous préparer, c'est de faire un petit essai, une petite expérimentation en faisant un petit séjour plus local dans votre région, peut-être à 1 ou 2 heures de route de chez vous. Parce que ça va vous aider à voir que, bon, ben, quand je ne suis pas chez moi, quand je ne suis pas à côté de mon proche aidant principal, comment que je réagis? Est-ce que j'ai un petit peu plus de stress, un petit peu plus d'anxiété? Comment que je me sens dans le trafic? Comment je me sens dès que je suis moi-même, quand je suis dans l'auto plus qu'une heure, là, déjà, je me sens un petit peu plus, j'ai un petit peu moins patiente, là, je peux besoin de bouger, voyons donc. C'est toutes des choses qui sont bonnes à savoir à l'avance parce que, numéro 1, ça peut vous informer sur certaines adaptations que vous pourriez faire. Sinon, si vous dites, ben vraiment, c'était pas aussi agréable que j'aurais pensé. Mais savez-vous quoi? Après 2 jours, quand je suis partie juste 2 jours, j'étais correcte. Après 3 jours, c'est là que je me sentais plus fatiguée, plus stressée. Ah, ben voilà, je peux dire que peut-être des petits séjours de moins longs me vont mieux, sont plus agréables, profitables, c'est un meilleur repos pour moi. Peut-être quand je suis plus proche de chez moi, c'est aussi plus flexible pour revenir. Si jamais je dis que, bon, ben, je suis allée prendre une petite aventure, là, mais j'en ai assez, là, je veux revenir. Donc, il y a une certaine flexibilité à faire des vacances plus locales. Et encore, si jamais je me perds, je me désoriente, ben, c'est beaucoup plus facile de réagir quand je suis toujours dans mon propre coin, là, que ma famille sont aux alentours, que si je suis à l'extérieur du pays en termes de notre urgence. Donc, si vous voulez voyager seul, oui, il y a des façons de faire. Voyager ensemble, que ce soit en couple, en famille, en groupe d'amis, toujours mieux. J'ai même eu des personnes, des familles qui ont embauché quelqu'un pour les accompagner pour que s'il y avait certaines tâches à faire, bon, ben nous sommes en vacances quand même. Si on a les moyens, c'est une autre façon de faire. Donc, voici quelques-unes des recommandations que je donne pour mieux se préparer. Merci, Chalissa. Claire, toi, tu l'as vécu, cette réalité. Alors, comment tu réagis par rapport au conseil de Chalissa? Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que tu voudrais ajouter? Oui, mais merci pour m'inviter aujourd'hui. Et c'est une question que je me fais poser souvent par les proches aidants dont je travaille avec et moi-même, comme j'ai vécu. Et je pense qu'au début, il faut vraiment apprécier tout ce que la personne peut encore
peut encore faire. Alors, il faut encourager la personne. Mais il faut quand même attendre qu'il peut y avoir des inattendus qui vont arriver. Alors, les gens me posent souvent la question, est-ce que c'est correct qu'on part en vacances pendant 2 semaines ou 1 mois? Et j'ai dit, je pense que c'est très important d'avoir un plan B. Alors, préparez-vous que vous avez l'intention d'aller peut-être pour 2 semaines, mais est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous pouvez changer vos billets? Est-ce que vous pouvez annuler votre réservation si jamais ça passe pas bien, OK? Et qu'est-ce que je vois souvent, c'est que les membres de la famille, j'étais pareil, c'est que nous autres, on avait des traditions. On voulait absolument aller en Floride chaque année parce que c'est ça ce qu'on faisait avant. Mais qu'est-ce qu'on ne réalise pas, c'est que peut-être la personne n'est plus là. Alors, c'est souvent les membres de la famille qui mettent de la pression qu'il faut voyager. Alors, il faut aller à l'étape où la personne est rendue. Il faut comprendre que les troubles neurocognitifs peuvent causer de la désorientation et la confusion. Qu'est-ce que j'ai vécu avec ma mère? C'était la surstimulation. OK? Chaque fois qu'elle allait dans un aéroport, un hôpital, un centre d'achat, elle était surstimulée. OK? Et aussi, ça affecte la routine de la personne. Il faut aussi se demander si on voyage à l'extérieur de la province et du pays, est-ce qu'on va avoir un bon accès aux soins? Parce que si jamais, si quelque chose arrive, est-ce qu'on est bien préparé? Et le plus important, parce que je vais laisser mes collègues de temps parler, c'est de bien reconnaître nos limites comme proches aidants. Est-ce que nous avons l'énergie de voyager avec la personne, OK? Parce que ça va prendre de la patience émotionnelle, ça va peut-être aussi prendre un impact physique sur nous si la personne a des difficultés de mobilité. Alors, il faut aussi poser la question, est-ce que nous, comme proches aidants, nous avons l'énergie qui est requise pour prendre ce voyage-là? Écouter aussi en tant que proche aidant et écouter la personne qu'on accompagne. Je pense que Absolument. c'est des éléments absolument clés importants. Linda, Guylaine, peut-être Linda, je suis sûre que tu as d'autres éléments à apporter à cette passionnante conversation. Ben oui, mais je pense qu'il y a bien des choses qui ont été dites du point de vue de la personne qui est atteinte de troubles neurocognitifs et puis de la famille. C'est super. Puis c'est ce qu'on trouve aussi dans notre recherche. Mais il y a l'autre partenaire qui sont les gens qui vont vous servir à l'aéroport et dans les lignes aériennes et tout ça. Et ce qu'on entend parler, nous, de notre côté, ils ont besoin de savoir, de connaître vos besoins. Alors, il y a différentes façons de le faire. C'est que oui, vous pouvez divulguer un diagnostic si vous le voulez, mais comme Chalissa a dit, des fois, on ne sait pas non plus. Hein? Des fois, on n'est pas certain si on a les troubles neurocognitifs ou non. Donc, la meilleure chose, ce serait d'essayer, à force de faire ces petits voyages que recommandent mes collègues, ce serait de noter vos besoins. J'ai besoin d'un endroit tranquille. Je sais que quand j'atteins ce niveau-ci, j'ai besoin d'avoir une petite pièce tranquille. J'aurais besoin que quelqu'un m'accompagne jusqu'à la porte pour embarquer dans l'avion. Les gens qui travaillent dans les aéroports, les lignes aériennes nous disent qu'ils ont besoin de connaître vos besoins. Donc, c'est une chose que j'ajouterais à la liste de mes collègues. Guylaine? Oui, merci beaucoup. En fait, c'est vrai que quand on voyage avec une personne qui a des troubles neurocognitifs, le proche aidant doit bien se préparer. Alors, c'est certain qu'une des choses les plus importantes, c'est de bien planifier son voyage. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure. J'ajouterais peut-être que lorsqu'on est bon, j'ai aimé le plan B parce que ça prend vraiment un plan B et parfois même un plan C. Alors, quand on veut voyager, si c'est des petits séjours, oui, je pense qu'à ce moment-là, on peut mieux identifier comment ça va se passer. Quand c'est un plus long séjour, il faut vraiment penser que la personne qui est atteinte va probablement avoir beaucoup de difficultés avec ses repères. Elle va avoir probablement de la difficulté à communiquer parce que l'anxiété va arriver, elle va se sentir stressée, elle va être dans un environnement où elle ne reconnaît pas la senteur, ça peut être justement la surstimulation, ça aide vraiment à développer l'anxiété chez ces gens-là. Et cette anxiété-là,
ça ne sera pas toujours facile de la désamorcer pour un proche aidant parce qu'elle aussi va devenir stressée. Moi, j'ai toujours dit dans ma carrière à des proches aidants, il faut que si vous êtes accompagné d'une personne qui a des troubles neurocognitifs, il faut être en moyen de pouvoir le dire de façon discrète. Alors, ça peut être par l'objet d'une petite carte qui dit la personne que j'accompagne a des troubles cognitifs. Alors ça aide aussi à la compréhension des autres parce que vous savez, quand on accompagne une personne qui a, exemple, la maladie d'Alzheimer, le jugement des gens, les gens, quand ils ne savent pas, ils jugent beaucoup et ils peuvent porter des commentaires difficiles à accepter. Hein, tu sais, je veux dire, alors pour éviter ça, il faut être capable de. Et c'est pour ça que les gens doivent se préparer. Je pense on entend beaucoup parler maintenant des troubles neurocognitifs. Les gens, en général, les comprennent ou les connaissent, ou en tout cas, sont capables de les identifier. Mais quand on voyage avec une personne, ben, ça aussi, c'est un élément. Et je pense que quand on l'identifie et qu'on a besoin d'aide, les gens vont venir donner de l'aide. Si on est dans un aéroport et qu'on s'aperçoit que la personne qui est atteinte de la maladie elle devient extrêmement agitée, peut-être même en colère, ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive, je pense que le fait de pouvoir compter sur l'appui des autres gens en disant ben, on va le calmer, inquiétez-vous pas, ça va aider le proche aidant aussi dans toute sa démarche, parce que des fois, le proche aidant veut le faire pour faire plaisir à la personne. Hein? On veut, comme Claire disait, on a toujours été en Floride, c'était le fun, on aime ça, puis on le sait qu'il aime ça, mais c'est peut-être plus ça. Alors, quand on choisit une destination, on peut la préparer en montrant des photos aussi à notre proche aidant. Si on décide d'aller sur le bord de la mer, bien, on lui montre des photos, on le prépare tranquillement sans toujours donner trop d'indices à l'avance, évidemment. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'adaptation d'être en voyage. Et il faut savoir que ça ne sera peut-être pas un si grand repos. Hein? Ce ne sera peut-être pas un si grand repos. Ça ne sera peut-être pas autant de belles vacances qu'on va croire, mais je pense qu'il faut prendre chaque moment présent. On le dit vraiment souvent, chaque beau moment. Et quand la personne est fatiguée, il faut prendre le temps d'aller se reposer, choisir des endroits qu'elle va aimer et que vous aussi, vous allez apprécier. Alors, en gros, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Guylaine. C'était très apprécié. Puis effectivement, c'est important d'avoir ces moments. On crée, c'est le lien sur lequel on travaille, c'est de garder ce lien, de faire des choses qui sont un plaisir pour tout le monde, pour la personne qui a des troubles et pour le proche aidant. Donc, comment se donner les meilleures conditions pour arriver à ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Je vais passer à un autre type de question. Qu'est-ce qui vous a surpris dernièrement dans vos recherches sur le sujet du justement voyage et troubles neurocognitifs? Et donc, ça s'adresse d'abord en premier à Linda, cette question. Bon, alors maintenant, nous, on est en plein dedans. Là, on est en train de faire de la recherche actuellement sur ce sujet. J'ai été agréablement surprise de l'approche et l'intérêt qu'avaient nos collègues autour de la table. Alors, on a fait plusieurs choses déjà. On a eu une table de concertation où on avait autour de la table Air Canada, WestJet, on avait le contrôle aérien, sécurité, on avait le CBSA, on avait aussi 3 aéroports canadiens, CATSA, IATA. On avait aussi des gens qui vivent avec des troubles neurocognitifs, des proches aidants et des gens qui font de la plaidoirie auprès des gens qui vivent avec des incapacités de façon générale. Et on s'est mis ensemble pour essayer, et avec le soutien de Transport Canada qui est venu nous chercher, qui s'intéressait beaucoup à la question, on a pu aller explorer où étaient les obstacles, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ensuite, on est allé voir les pages web des différents aéroports et maintenant, on est en train d'interviewer et on a 2 doctorants qui ont interviewé 10 aéroports au Canada, différents aéroports, pour voir quel était leur programme et tout ça. Je vous dis aussi, on a parlé du Royaume-Uni, ils sont très avancés de ce côté-là aussi. Il y a aussi aux États-Unis, en Australie. Alors, c'est vraiment une problématique nationale et internationale, ce qui est surprenant parce qu'on se dit,
Vous savez, il y a un moment donné, on s'était dit, quelqu'un en fauteuil roulant ne pourrait pas voyager, ne pourrait pas faire des choses. Hein. Il y a eu un moment donné où on se disait, quelqu'un qui utilise un fauteuil roulant ne pourrait jamais. Et bon, on sait que, bon, il y a des problèmes, on a vu dans les nouvelles, mais il y a aussi, alors moi, j'ose espérer que ça va devenir un jour plus facile pour quelqu'un qui vit avec un trouble neurocognitif, mais il faut travailler avec les gens qui doivent offrir ces services-là. Alors, premièrement, c'est excessivement complexe. Okay? Il faut comprendre que les gens qui gèrent les aéroports, ce n'est pas les mêmes personnes qui ont les lignes aériennes, ce n'est pas les mêmes personnes qui ont les magasins, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont travailler avec. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs autour de la table et c'est très, très complexe. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la participation des parties prenantes qui étaient intéressées. Ils veulent savoir ce que les autres font. Comme je vous ai déjà dit, ils ont besoin d'avoir de l'information sur les besoins. Les troubles neurocognitifs ne sont pas nécessairement sur le radar de tout le monde. Donc, nous, on a un peu de travail à faire de ce côté-là, des amener, d'aller voir, de parler des expériences. Et sur ça, je fais un appel à tous. Si vous avez des expériences, s'il y a des choses que vous voulez partager, on a besoin de vos expertises, vos expériences pour mieux comprendre et mieux changer. Donc, envoyez-moi un courriel directement à l'Université d'Ottawa puis pour qu'on puisse partager ensemble sur cette question-là. C'est une problématique qui est de nature nationale et internationale. C'est bien beau de partir de Montréal puis de dire, bon, ben ça, c'est tout bien ici. Et là, on arrive à Vancouver ou l'inverse et c'est autre chose. Et comme on a parlé, il y a des éléments. Alors, il y a beaucoup de programmes qui sont en place. Elles sont axées souvent. Il y a des programmes aussi, il y a des éléments qui sont faits, qui sont ailleurs ou avec d'autres troubles. C'est-à-dire, par exemple, en autisme, il y a certains aéroports, il y a des choses qu'ils font avec les gens qui vivent avec l'autisme qui pourraient nous aider avec la population de gens qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Alors, il y a des choses comme ça à partager. Il faut vraiment partager plein de choses. Il y a le programme, on a parlé de divulgation. Ce n'est pas tout le monde qui veut divulguer qu'ils ont une démence ou un trouble neurocognitif. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des façons. On travaille avec les gens pour essayer de voir comment on pourrait faire ça de façon subtile. Je porte un petit bouton avec il y a le programme Tournesol qui identifie. Donc, je supporte ce programme-là. Donc, les gens qui veulent avoir de l'aide, je me promène, on pourrait donc offrir de l'aide aux passagers qui ont des troubles d'origine neurocognitive, où la personne elle-même peut porter un genre de cordon qui les identifie s'ils souhaitent le faire aussi. Alors, ma plus grande surprise, ça a vraiment été à quel point les gens sont prêts à s'adapter du côté des gens qui offrent le service. Nos prochaines étapes en recherche, ça sera une fois qu'on aura tout identifié ces problématiques-là au niveau de l'information, sensibilisation, divulgation, changement, formation du personnel, tous ces éléments-là, on aura besoin des gens qui vivent avec des troubles neurocognitifs et des proches aidants pour nous dire qu'est-ce qui fonctionne pas bien, où on doit faire les changements. Merci Voilà. beaucoup, Linda. Claire, toi, qu'est-ce qui t'a surpris dernièrement dans tes recherches? Alors, moi, je vais prendre une autre façon parce que je ne suis pas recherchiste. Je suis plutôt une personne qui travaille sur le terrain avec les proches aidants et peut-être de revenir un petit peu plus de la première question. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que vraiment, l'idée de voyager avec quelqu'un qui a des troubles neurocognitifs cause beaucoup de stress aux proches aidants. C'est vraiment une réalité. Et aussi, ça cause beaucoup de deuil parce que la maladie, quand ça progresse, il y a toute une évolution de symptômes, puis on sait que ça affecte non seulement le cognitif, mais le physique. Et l'effet que les familles ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant cause beaucoup de deuil. Alors, les familles sont en deuil. Ils disent, mais on allait toujours avec notre mère, père, épouse, on allait faire jouer au golf, on faisait ça toujours. Alors, il y a le deuil qui est causé. Et aussi, ça cause beaucoup de culpabilité dans les proches aidants parce que les proches aidants croient qu'il faut essayer, il faut essayer.
Et des fois, leurs émotions interrompent qu'est-ce qui existe vraiment. Alors, comme je disais tantôt, c'est peut-être trop de pression des membres de famille qui veut absolument forcer que les gens voyagent, mais la personne n'est plus rendue là. Alors, comme exemple, j'ai travaillé avec une fille que son père avait la maladie Alzheimer et chaque année, il allait à son chalet au Nouvelle-Brunswick. Et pour elle, il a fallu absolument qu'elle la porte pendant une semaine. Mais lui, il ne demandait pas pour aller à son chalet. Enfin, elle a décidé, elle va aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est rendu là et il se rendait plus compte qu'il avait un chalet. Ils étaient proches de la mer, alors elle était toujours en train de lui surveiller parce que le soir, il se levait. Alors, mais je pense que qu'est-ce qui était important pour elle et pour d'autres membres des familles, c'est que peut-être prendre une dernière vacance pour leur c'est comme ça fait partie du deuil pour leur assurer que ce n'est plus possible. Alors, j'encourage les familles dont je travaille avec, si la personne est encore capable, essayez, mais des fois, c'est une manière de commencer à comprendre leur deuil et pour dire ça ne sera plus possible. Alors, ça, c'est comme ça que je vois, c'est souvent ça avec les familles. Absolument. Guylaine, est-ce que tu as... Oui, je trouve ça très intéressant. Lorsque j'ai commencé à faire des petites recherches, deux éléments me sont revenus, des souvenirs. Il y avait un couple, la dame a pris soin de son époux pendant 16 ans. Alors, elle l'a eu à la maison avec lui et ils ont fait du camping sauvage très, très longtemps. C'était quelque chose qu'ils faisaient avant la maladie et elle a continué à le faire pendant la maladie. Et ça, honnêtement, j'ai trouvé ça, je posais la question, mais vous faites comment? Comment vous faites pour faire tout ça? Et elle disait, c'est une routine, c'est un souvenir, il n'y a pas de surstimulation. Pour elle, c'était... et lui aussi, le monsieur était enchanté. Il avait l'impression qu'il y avait des feedbacks qui revenaient. Et elle a cessé peut-être, je vous dirais, 5 ans avant son décès. Alors, ça a été, moi, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, voyez-vous, dans le voyage, elle s'est adaptée. Par contre, j'ai une autre histoire. C'est un monsieur, il devait déménager avec son épouse et il disait, ça prend tellement de patience, Guylaine, c'est incroyable. On fait la valise ensemble parce que je veux qu'elle participe, disons, hein, on s'en va, on fait la valise. Et là, bien, la personne évidemment malade, qui était atteinte, disait, ben écoute, je peux faire mes bagages, je peux les faire. Alors, il quittait la pièce. Quand il revenait, tout ce qui avait été mis dans la valise était resserré. Elle l'avait rangé de nouveau. Il ressortait de nouveau les vêtements et elle les rangeait de nouveau. Alors, ça prend une patience extraordinaire dans le fond. Et comme Claire et comme Linda a dit aussi, c'est un apprentissage. Il faut essayer d'évoluer étape par étape. Quand on voyage, évidemment, il faut être prêt. Comme je vous disais, il faut vraiment être prêt. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, à quoi on peut s'attendre. Puis oui, ça peut arriver qu'on soit bien découragé, mais ça peut arriver qu'il y ait des beaux moments aussi, des merveilleux moments. Il ne faut pas toujours penser que c'est toujours négatif. Ce n'est pas vrai. Il y a des moments positifs. Là, vous savez, les fêtes s'en viennent. Les familles vont arriver dans les maisons. On va aller visiter des gens. Il va falloir s'adapter, je dirais, à la condition de la personne avec laquelle on est. Alors, si avoir trop d'enfants autour de nous, bien, on peut peut-être limiter les visites. On peut peut-être dire aux gens qui vont venir, tu sais, je vais l'appeler Roger. Roger, après 2 heures, il est fatigué. Donc, tu sais, venez en petit groupe plutôt qu'en grand groupe. On va s'adresser à lui au lieu de se parler entre nous. Et après ça, c'est s'adapter vraiment à son rythme à lui. On l'accompagne dans le fond. Et le proche aidant va être toujours plus, je pense, reconnaissant lorsque les gens autour d'eux, du proche aidant, la famille, les amis, vont respecter ça. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont atteints de maladies neurocognitives. Maintenant, on est tous touchés. On a tous quelqu'un dans notre famille. Alors, c'est sûr que ce que Mme Linda disait, je pense que oui, les gens vont s'intéresser de plus en plus à améliorer parce que
malheureusement, ce n'est pas encore terminé. Il va en avoir. On est tous à risque de développer une maladie neurocognitive. Alors, je pense que c'est le grand temps qu'on fasse plein de choses pour nous, hein, au Canada, partout dans le monde. Il faut le faire pour se permettre d'avoir des beaux moments et ne pas rester tout seul. Je pense aux aéroports, quand on arrive dans l'avion, les agents de bord, ils doivent être formés, il doit avoir du personnel, des gens doivent être capables de bien comprendre la maladie. Puis à travers tout ça, on se rend compte qu'on rencontre beaucoup de gens qui en ont dans leur famille. Alors voilà, c'est ça. Je pense qu'on va finir par s'adapter, mais il faut travailler fort. Absolument, Guylaine. Avant que je passe à Chalissa, moi, je vois que dans les commentaires, Aya a fait une très belle idée qui est vraiment de dire que quand il y a une situation stressante et que la personne qui vit avec un trouble neurocognitif commence à s'agiter, ça provoque de la peur. Et pas simplement de la peur des gens qui vont devoir, qui travaillent dans la compagnie d'aviation, mais des gens qui voyagent autour. Et que toute l'énergie de la personne, la proche aidante, est de calmer la personne qu'elle accompagne, mais que d'avoir quelqu'un qui prend une vidéo ou qui réagit avec une réaction de curiosité, mais pas d'aide, c'est quelque chose qui va ajouter au stress de la situation. Et donc, la suggestion, c'était aussi pas simplement de donner des formations aux personnes qui travaillent dans les compagnies d'aviation, qui vont être directement associées à accompagner ce genre de situation, mais aussi qu'ils puissent donner des conseils aux personnes qui voyagent, monsieur, madame, tout le monde qui voyage, qui ne sont pas familiers avec la situation qui est en train de se vivre pour la dédramatiser, puis quelque part gagner des alliés, parce que je pense que le point, Guylaine, qu'on va tous avoir à vivre cette situation d'une manière ou d'une autre à un moment de notre vie, c'est quelque chose qui est aussi important. C'est pas simplement la compagnie d'aviation, c'est pas simplement le proche aidant, c'est tout le monde, c'est nous tous. Chalissa, je te laisse la parole. Tu t'es mise sur... on ne t'entend pas, Chalissa. Mon erreur, m'excuse. Donc, juste en termes de ce qui m'avait surpris, justement, j'avais, en faisant mes recherches pour cette rencontre aujourd'hui, j'avais vu Dementia Adventure, tu sais, en Grande-Bretagne. Et j'étais surprise vraiment par Grande-Bretagne. Il y a tellement eu de développement. Pas qu'on n'a pas eu des avancées ici, mais en termes d'avoir, parce que nous avons des agences de voyage, par exemple, qui vont coordonner des groupes pour des personnes âgées, par exemple. Mais pour que ça soit vraiment pour les familles avec un trouble neurocognitif, c'était vraiment impressionnant. C'est quelque chose à viser pour l'avenir ici aussi, j'espère. Mais je voulais continuer un petit peu du point des différents milieux. On parlait de comment, en tout cas, comment certains environnements pourraient être plus permettants que d'autres. Oh, justement, en Grande-Bretagne, il y a des aéroports avec des espaces maintenant désignés, ce qui est cool. Mais c'est ça, je voulais peut-être faire un petit point tangentiel sur justement les différentes destinations. Donc, j'avais déjà fait le point sur la locale, mais par exemple, une chose qui m'avait surpris, j'avais une famille l'hiver passé, il me semble, qui sont allés en complexe hôtelier dans le sud et le complexe hôtelier avait été capable de leur arranger une accompagnatrice pour madame qui avait la maladie, ce qui était vraiment le fun pour eux, quelqu'un de là-bas pour qu'ils n'avaient pas à faire voyager une autre personne avec eux. Et, mais en même temps, j'avais dit de faire un petit peu d'expérimentation avant de voyager à l'étranger. Et disons que pendant mes expérimentations, peut-être même juste en magasinant, je vois que je n'aime pas les foules. Ah, mais justement, un plus petit hôtel ou encore mieux, un Airbnb. Que c'est vraiment un espace à moi. Quand j'ai besoin de faire une petite retraite, j'ai vraiment un espace qui est juste pour moi. Avec une petite cuisine et tout ça, là, un petit peu plus d'espace aussi là, pour reprendre notre respiration. Ça pourrait être plus favorable pour quelqu'un. Donc, les complexes hôteliers, pardon, je veux dire resort, mais les complexes hôteliers, c'est plus structuré. Pas besoin d'aller faire des excursions et tout ça. C'est surtout si la personne, on ne sait pas combien de temps ça va durer à distance. Il y a juste un autobus pour nous ramener. Donc, les complexes hôteliers, ils ont l'avantage, le personnel peut nous connaître. Puis, il y a des activités toutes sur place.
Versus peut-être, ben moi, je veux vraiment juste aller rester sur la plage. On a pris un Airbnb et ça va bien. Et sachant que, tu sais, les Airbnb, c'est pas juste un format. Parfois, il y a des propriétés que vous avez une autre famille sur place. La famille qui possède l'Airbnb. Et donc, ils sont plus là pour vous répondre et que vous pouvez plus ouvertement partager. Et ça, c'est un dernier point que je voulais faire. Là, il y a de plus en plus de personnes qui se font diagnostiquer en début de maladie. Tu sais, on a tendance, et ça regarde, j'allais en parler plus tard, là, nous avons tendance parfois de parler plutôt du point de vue de la personne proche aidante. Parce que autrefois, quand les personnes étaient moins diagnostiquées en début de maladie, ils ne pouvaient pas autant y participer. C'est quelque chose qui change. Et on parle de ça en termes macro là, pour développement de palliatif, mais même dans la famille, soyez à l'aise. Pour personnes avec la maladie, comme personnes proches aidants, comme autres membres de famille proches, etc., de parler ouvertement de quels sont mes besoins, quelles sont mes inquiétudes et de faire un plan comme ça. Donc, je voulais juste souligner ce point-là que même si on voyage en groupe, d'impliquer la personne le plus possible. Même si c'est de partager nos inquiétudes, encore une personne en début de maladie là, qui n'a pas d'anosognosie, elle peut comprendre. Donc, tu sais, normaliser que ces sujets n'ont plus besoin d'être tabous. Ouais. Ne pas rendre la personne invisible ou qui n'est pas partie intégrante du voyage quelque part. Parce que si on voyage avec cette personne, c'est parce qu'on veut qu'elle soit avec nous, absolument. Même pas juste inquiétude, mais comme, tu sais, quelles activités j'aimerais faire. Oui. Donc, toujours réinclure la personne, faire cet effort de plus, même dans les stades modérés. C'est un très beau point, Chalissa. On va passer à la dernière question. Puis on en a parlé un petit peu, on a parlé de ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais concrètement, qu'est-ce que les gouvernements, selon vous, ou les autres autorités, hein, on parle d'aviation dans ce cas-ci, devraient faire en ce qui concerne les voyages et les troubles neurocognitifs? Puis je vais commencer par toi, Claire. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup des compagnies de transport aérien, mais il y a des gens qui voyagent par voiture, par autobus, par train. Alors, je crois que comme Guylaine avait dit tantôt, la formation est clé. Alors, il y a une formation qui doit être faite pour tous les employés qui travaillent dans les hôtels, même dans les restaurants. On parle de dementia-friendly cities. Parce que je crois qu'il y a un gros malentendu à propos des signes précoces de la maladie. Les gens croient que les troubles neurocognitifs sont un manque de mémoire, un perte de mémoire, mais ça peut commencer avec des troubles comportementaux, des troubles de personnalité, des changements de personnalité. Alors souvent, les gens qui souffrent de ça les employés peuvent croire que la personne est ivre, OK? Ils ont pris trop de boire. Alors, il y a un gros manque, pas seulement à propos des employés, mais la population, en gros, les gens ne comprennent pas les signes précoces. Alors, il y a je pense que la formation est très importante. Tantôt, Chalissa mentionnait la anosognosie. Moi, c'est mon mot là, que j'utilise souvent. Alors, anosognosie veut dire que la personne qui souffre des troubles ne se reconnaît pas ces troubles en lui-même. Pour la personne croit que tout va bien. Ma mère était comme ça. Elle croyait qu'elle n'avait pas de maladie Alzheimer. Elle ne voulait pas aller au médecin. Alors, il faut comprendre que des fois, si la personne présente avec des jugements ou qui parlent ou certaines croyances, pour eux autres, ces croyances sont vraies. Alors, il faut avoir aussi une formation à comment avoir une relation avec quelqu'un qui a l'anosognosie, comment reconnaître ces signes-là. Alors, c'est très complexe. Il devrait y avoir aussi des formations à propos de la communication, comment non seulement reconnaître, mais comment communiquer avec la personne et comment bien communiquer avec la proche aidant, avoir un peu d'empathie. Tu sais, parce que les proches aidants, ils ont déjà le stress pour faire ces voyages-là. Il faut vraiment comprendre comment avoir un peu d'empathie. Alors, je vais laisser le temps à mes autres collègues. Merci beaucoup, Claire. Guylaine, peut-être?
Tout à fait d'accord. En fait, je crois que tout vient de la connaissance. J'ai toujours pensé qu'il fallait comprendre la maladie à travers les yeux d'un proche aidant et comprendre la maladie à travers la personne qui en est atteinte. Alors, c'est deux aspects importants, je pense, parce que comme vous avez dit, une personne qui ne reconnaît pas ses écarts, qui ne reconnaît pas ce qui arrive dans sa vie, ça veut dire que quand même, elle va bien, elle est heureuse de tout ça et c'est quand même positif dans cet aspect-là parce que vous avez d'autres phénomènes où les gens vont être beaucoup plus en colère, ils vont avoir de la peine. Alors, moi, je pense qu'il faut se préparer à tout ce genre de personnalité-là, parce que c'est des personnes, ce sont des personnes, hein? Faut pas oublier que on regarde pas que la maladie, on regarde la personne. Et moi, je pense que le fait de comprendre vraiment ce qu'est la maladie ou les troubles neurocognitifs permet à tous et chacun de bien intervenir. Et ça, il faut y aller avec de la formation. Alors, tout le monde, comme vous disiez, dans les restaurants, quand on va dans une agence de voyage, idéalement, ça serait le fun qu'il y en aurait une qui pourrait préparer justement des beaux voyages pour les personnes qui veulent voyager, qui ont des troubles neurocognitifs. Mais il y a aussi, je pense que c'est partout. On va faire l'épicerie, on arrive à la pharmacie, on va, peu importe, à chaque endroit où on se rend, il faut avoir une empathie. J'aime beaucoup le terme de Claire, avoir une belle empathie euh, envers les personnes atteintes, envers le proche aidant qui est souvent en détresse parce qu'il ne sait pas comment faire, il est mal à l'aise, justement parce que, bon, la personne est super contente, puis elle fait plein de choses, puis là, on ne sait pas comment l'arrêter parce qu'elle est bien dans son état. Alors, c'est compliqué, mais justement, il faut vraiment se préparer, en entendre, écouter, lire des documentaires, aller chercher de la formation justement dans des organismes qui en offrent. Pour moi, c'est la chose la plus importante d'avoir plein de monde au courant. Et vous savez déjà, lorsqu'on dit à quelqu'un, un étranger, bon, ben, mon épouse, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, tout de suite, on sent une compassion. Les gens sont compatissants parce qu'ils savent de plus en plus qu'est-ce que c'est et souvent, ils vont dire, est-ce que je peux vous aider? Et il ne faut pas se gêner en tant que proche aidant de demander cette aide-là aussi. Alors voilà. Absolument, Guylaine. Chalissa, est-ce que tu voulais ajouter des choses? Ben, je ne vais pas trop répéter pour formation, c'est sûr que c'est très essentiel. Aujourd'hui, dans les aéroports, là, on est très bien identifié. On a tous les formulaires maintenant. Si vous avez un tel besoin, là, voulez nous le dire, mais il faut savoir comment intervenir ensuite. Tu sais, si je vois tel besoin, il faut savoir comment y répondre de façon adéquate. Je voulais faire justement sur ce point-là. Là, il y a beaucoup de documentation en ligne et tout ça, et j'ai 2 points là-dessus. Numéro 1, c'est sûr que même parmi les organismes d'aide, les articles qu'on voit en ligne, là, c'est souvent du point de vue de la personne prochaine. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire de plus en plus apporter le point de vue de la personne avec le trouble cognitif. Ensuite, quand on parle d'accessibilité, donc, c'est une chose que ces affaires existent, que ces procédures existent, mais est-ce que moi, comme monsieur, madame, tout le monde, je suis capable de le repérer? Même moi, qui est infirmière, qui sait qu'est-ce que je cherche, parfois, il y a des défis parce que ça ne sort pas automatiquement. Et ça revient beaucoup, je vois qu'on discute du programme de Lorgnard, Tournesol, les aéroports et tout ça. Est-ce que souvent, le langage, c'est pour personnes avec handicap ou quelqu'un avec déficience? Moi, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire, là, bien mieux, et c'est seulement 50% des personnes qui se font diagnostiquer en début de maladie. Mais même ces personnes-là qui ont leur diagnostic, je ne comprends pas nécessairement, je ne me rends pas nécessairement compte que ces choses-là peuvent m'y appliquer. Parce que moi, on me dit que j'ai la maladie d'Alzheimer. Faut que j'ai un handicap. Et même pour les crédits d'impôt et tout ça, là, c'est pas tout le monde qui en prend avantage parce que je ne pense pas que ça m'applique. Donc, c'est un point peut-être un petit peu ambigu, mais c'est ça l'affaire, c'est que est-ce qu'on est en train de mieux
est-ce qu'on rend ces choses accessibles dans la façon que les gens ils peuvent reconnaître que, ah oui, ça, c'est quelque chose dont je peux prendre davantage. Par exemple, avoir un guide à l'aéroport ou au musée, les choses comme ça. Et donc, pas juste annoncer ces choses par une page pour personnes avec handicap, besoins particuliers, mais de vraiment mettre des exemples, si ça fait du sens, là, de mettre une liste d'états de santé où ça pourrait appliquer. Que c'est pas juste pour les personnes en fauteuil roulant hein, qui ont besoin d'une adaptation physique, mais pour les personnes qui auraient peut-être besoin d'adaptation cognitive. Merci, Charlotte. Et Linda, aussi en regardant tes recherches puis les intervenants avec lesquels qui font partie de ta recherche, est-ce que toi aussi tu aurais d'autres recommandations supplémentaires? Qu'est-ce que les gouvernements, ces autorités-là devraient vraiment prendre en compte? Oui, alors il y a deux choses. Un, c'est au niveau de la sensibilisation. On en a beaucoup parlé par rapport à sensibiliser le public général et tout ça, et comment et les programmes de formation 110%. Pour ne pas enlever ce que je suis 110% d'accord avec ce que mes collègues ont dit, mais l'autre chose aussi, pour un peu renchérir ce que Chalissa apportait avec la personne atteinte de troubles neurocognitifs qui peut voyager encore par affaires, hein, ne sachant pas nécessairement et qui réalise à un moment donné qu'il y a des réactions, tout ça. Il faut, que les gouvernements soient à l'écoute des problématiques que vivent les gens. Mais pour ça, moi, j'encouragerais les gens à oser. Alors, sachant, je suis d'accord avec Claire qu'il faut aussi faire un certain deuil et se dire, est-ce qu'il faut absolument faire ce voyage-là? Mais par l'autre partie, c'est de dire, si j'ai envie de le faire, bien, osez et allez dire aux gens ce que vous avez besoin. Donc, il faut écouter et s'impliquer au niveau de la formation parce qu'autour de la table, nous, ce qui a été le plus puissant, c'est justement que nos intervenants entendre les histoires directement des gens qui ont des troubles neurocognitifs, qui disent, vous savez, là, moi, je coche personne avec incapacité, j'arrive à l'aéroport, puis on me donne un fauteuil roulant. C'est pas ça que j'ai besoin. Alors, c'est ça il faut communiquer, il faut qu'ils entendent directement des gens, donc oser. Et l'autre chose que le gouvernement doit faire, absolument, c'est la standardisation dans la terminologie. Chalissa en a fait part un peu par rapport aux troubles de déficience, etc. Mais il y a aussi, vous savez, quand on regarde dans les programmes sur les sites, on appelle des services d'escorte. On a des services, non, mais c'est vrai, là, c'est écrit Escort Services. Alors, écoutez, je pense qu'il faut vraiment standardiser. On trouve où ces programmes-là, comment ça s'appelle, qui est en charge, on ne trouve rien. Et c'est un peu partout et tous les joueurs vont utiliser une terminologie différente. Et ce, pas juste à travers notre propre pays, mais à l'international, il y a une standardisation qui doit être faite par rapport à ça. Non, absolument, ce sont des points absolument critiques. Écoutez, le temps passe à une vitesse incroyable. Je vous remercie de tous les points que vous avez faits de cette discussion intéressante. Je voudrais aussi laisser le temps à l'auditoire de poser des questions. On en a quelques-unes qui ont été mises dans le Q&A. Si vous avez d'autres, si vous voulez que je les vois, rajoutez-les si vous avez des questions qui vous arrivent maintenant tout de suite dans votre esprit. Mais il y en a, il y a un thème qui revient, c'est 3 personnes qui posent la même question. Et ça reste, Claire, tu as dit, il n'y a pas que l'avion comme transport, mais j'ai l'impression que c'est la chose qui est la plus difficile ou la plus qui crée le plus d'anxiété parce que ça reste quelque chose qui est compliqué ou avec des étapes, beaucoup d'intervenants, tu l'as dit, Linda. Alors, il y a beaucoup de questions de c'est quoi, comment m'assurer quelque part que la personne que j'accompagne va arriver dans l'avion, ne va pas rater l'avion. Alors, on a parlé de ressources existantes, mais est-ce qu'il y a des conseils, des choses très simples à prendre en compte pour s'assurer qu'on va pouvoir effectivement aller dans l'avion? Je peux peut-être commencer. Je pense que c'est, premièrement, ça c'est un bon exemple de bien comprendre c'est qui la personne, OK? Alors, si on amène une personne à un aéroport puis elle a peur d'aller sur l'avion, pour moi, ça indique qu'on ne connaissait pas vraiment si la personne était déjà diagnosée avec un trouble neurocognitif, nous n'avons pas vraiment accepté
qu'il y a des limites pour la personne. Parce que ça n'arrive pas d'une journée à l'autre que la personne ne veut pas aller dans une place publique et une place pour rentrer dans un avion. Il faut vraiment comprendre c'est quoi la limite de la personne, OK? Et parce que j'avais vu la personne qui a posé cette question-là aussi, je pense que ça aussi, on peut prendre le temps avant de planifier le voyage. Par exemple, si on veut aller à une autre province, c'est quoi les différents choix? Est-ce OK, peut-être c'est long pour aller dans une voiture. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre un train? C'est quoi les autres options? Pour moi, quand j'ai voyagé avec ma mère, juste de la mettre dans la voiture, elle commençait à essayer de sortir de la voiture. Elle a commencé à mettre les mains sur la vitrine et ça m'a vraiment pris par surprise. Mais il faut prendre plus de temps. Alors, si j'aurais été moi, avant que je suis devenue l'experte, parce que quand j'étais proche aidante, je ne savais rien à propos des troubles neurocognitifs, j'aurais pris plus de temps à bien reconnaître c'est quoi les limites de ma mère. Malheureusement, j'ai essayé de trop forcer les choses. OK? Je voulais absolument forcer. Et quand on essaie de forcer trop, des affaires comme ça peut arriver. Est-ce que une autre d'entre vous a un conseil pratique, quelque chose de clé là, qui est de ne pas oublier, qui vous viendrait en tête? Ben justement, j'allais recommander. Moi, je suis gâtée dans ma région. Là, nous avons des trains de banlieue et tout ça. Là, donc, c'est pour voir comment que la personne réagit quand elle embarque sur le train ou l'autobus. Mais aussi, ça va dépendre. Qu'est-ce qu'elle dit dans le moment? On a peur qu'elle ne s'embarque pas sur l'avion. Pourquoi? C'est quoi ces raisons qu'elle nomme dans le moment pour ne pas s'embarquer? Sont nos sacs? J'ai vu quelqu'un prendre mon sac. J'ai besoin de rassurer ce que ça de la personne. C'est pour ça que je dis toujours, quand j'ai des questions générales dans les conférences comme ça, appelez votre société Alzheimer locale parce qu'on peut peut-être naviguer la conversation avec vous parce que on ne peut pas donner des interventions qui sont taille unique, one size fits all. Ça va dépendre qu'est-ce que la personne sorte comme raison. Ah ben non, je ne veux pas quitter la province, c'est ici chez moi, ou plus, ah ben non, on s'en va où là, c'est quoi cette place-là, on a besoin d'attendre l'avion parce que je ne comprends pas que je m'embarque sur l'avion, je parle de quelqu'un un petit peu plus avancé. Donc, c'est important d'être capable de répliquer avec confiance dans le moment et rassurance. Pas dire à la personne, non, calmez-vous, là, tout est correct. Il n'y a pas personne sur la planète qui va devenir plus calme qu'on lui dit de se calmer. Donc, il faut refléter, parfois juste refléter à la personne, ah, vous avez peur, mais c'est beau, là, on va parler avec l'agente ici, là, elle peut répondre à vos questions. Et encore l'importance d'avoir du personnel formé. Oui. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'elle nomme. En tout cas. Ce qui est difficile, c'est que c'est dans le moment même. Et des fois, le système cognitif peut être taxé et on ne sait pas nécessairement c'est quoi qui fait cette demande trop grande et qui va faire ressortir la réaction émotionnelle. Des fois, c'est le côté visuel, il y a trop de bruit, il y a trop de monde. Oui, quand on connaît quelqu'un depuis plus longtemps, on peut savoir quels sont comme on dit en anglais, les triggers, là. Mais pour quelqu'un qui est en début d'évolution, on ne sait pas nécessairement, puis même eux, ils ne savent pas, comme tu as dit, Shalissa. Donc, à un moment donné, tu arrives à l'aéroport, tu ne sais pas pourquoi, puis tu te sens dépassé par les événements, et là, il y a des réactions. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'empêcher que ça dégrade. Alors là, si cette personne-là faudrait qu'on ait une personne qu'on peut appeler, qu'on peut aller chercher, qu'on peut identifier, qui va savoir que ce soit un employé, que ce soit quelqu'un à la maison au téléphone, qui aide à prendre, à déescalader cette réaction-là afin de pouvoir passer à travers cet obstacle-là. Et des fois, c'est difficile à prédire, effectivement, parce qu'on ne s'attendait pas à des problèmes. Puis là, oups, c'est clair, ça fait un bout de temps qu'on connaît la personne, on peut les identifier. Mais de là, comme on a dit plusieurs fois, la formation du personnel, de pouvoir reconnaître ça et d'empêcher que ça escalade. C'est très important, surtout dans un avion. Guylaine, est-ce que tu aurais un dernier point à rajouter à ça? Bien, en fait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, évidemment, parce que je pense que c'est quand même c'est une décision importante de voyager avec quelqu'un qui a des troubles neurocognitifs. Alors, il faut être prêt. Il faut vraiment
et comme tout le monde a dit, tu sais, je veux dire, faut être préparé, mais aussi s'adapter. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut quand même évoluer au rythme de la personne qui est atteinte. Alors, elle a ses limites, évidemment. Alors, moi, si je veux amener quelqu'un en avion, c'est clair que je vais devoir confronter de l'anxiété chez cette personne-là. C'est sûr. C'est à moins je ne sais pas, à moins d'utiliser de la médication qui la rendrait complètement ce qu'on ne veut pas. Là. Tu sais, on veut que cette personne-là soit avec nous tout le temps. Alors, c'est clair que elle va avoir besoin d'être sécurisée. Elle va avoir besoin de se sentir à l'aise. Est-ce qu'il y a une barrière de langue? Est-ce qu'il y a l'anglais, si elle ne parle pas anglais, par exemple? Est-ce que ça peut être tous ces facteurs-là qui sont autour d'elle vont faire que ça va déclencher une émotion. Alors, souvent, c'est avec les émotions qu'on doit travailler. La personne, elle a peur. Il faut désamorcer cette peur-là, la remettre dans un bien-être. Elle est triste, elle est anxieuse, elle est en colère. Alors, c'est toujours dans ces éléments-là. Alors, quand Claire dit qu'elle a embarqué sa mère dans la voiture et qu'elle a voulu sortir, c'est parce que sa mère a eu un état émotionnel qui disait mais je ne suis pas bien, où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut s'armer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et Chalissa le dit, il faut aller voir les sociétés Alzheimer, il faut aller voir les organismes qui donnent de la formation pour bien s'équiper. En parler avec les membres de notre famille, parce que c'est important, c'est un filet de sécurité, la famille, les amis autour. Alors moi, je pense que si on a à être confronté à un événement, bien, si on veut, dans le fond, si on veut les amener à faire un événement, il faut être prêt aussi à être confronté à certains comportements avec lesquels on va devoir désamorcer. Alors, ça va demander de la patience pour le prochain aidant. Ça va demander aussi la personne qui est atteinte, sa collaboration en disant, est-ce que tu préfères ça? On peut lui demander aussi ses choix. On peut en parler avec cette personne-là. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment compliqué de vouloir faire tout plein de choses, mais à la limite, dans tout ça, c'est qu'il faut bien connaître la personne avec laquelle on est. Puis j'aime beaucoup ce que Claire dit. Elle a des limites, cette personne-là, mais elle a encore aussi beaucoup de capacités. Alors, il faut aller vers les capacités résiduelles. Si cette personne-là aime encore voyager, aime aller en voiture, il y en a que ça les rend très confortables puis sont bien dans une voiture. Il y en a qui sont bien aussi dans un autobus. Il y en a qui peuvent être bien dans le train, puis il y en a qui peuvent être très bien dans l'avion. Il faut respecter, dans le fond, les limites, puis en même temps se donner une chance en tant que proche aidant. Est-ce que c'est vraiment ça que nous, on veut ou c'est parce que c'est ce que la personne, elle, aimerait? Alors, voilà. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Je tenais à vous remercier toutes pour tous ces bons points. J'espère que ça a pu éclairer. Il y avait d'autres questions, d'autres pistes qu'on aurait pu prendre très, très intéressantes. On a manqué de temps, mais je voulais vous rappeler que l'équipe de Dementia Talk fera le suivi dans les prochains jours pour répondre à toutes ces questions. Ce sont d'excellents points qu'on ne veut pas laisser en suspens. Merci encore donc, aux panélistes. Merci à l'auditoire d'avoir participé à la discussion d'aujourd'hui. Pour votre information, l'enregistrement sera disponible sur le canal YouTube de la Société Alzheimer du Canada dans les prochains jours. Si vous êtes inscrit, vous recevrez un courriel à ce sujet pour vous informer quand c'est mis en ligne. Et nous vous invitons à vous joindre à nous lors de la prochaine séance qui sera le 17 janvier à 12 h heure de l'Est. Et cette fois-ci, la discussion sera à propos des biomarqueurs, qui est un autre sujet très important. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site alzheimer.ca/biomarker talk. Et enfin, si vous avez des commentaires, des questions supplémentaires qu'on n'a pas encore vues, n'hésitez pas, soumettez-les à l'adresse courriel publication@alzheimer.ca. Je pense qu'elle va être aussi mise dans le canal de discussion pour que vous puissiez vraiment nous faire part de l'ensemble de vos commentaires. Et donc, encore une dernière fois, merci pour votre participation et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir tout le monde.